3, 2, 1. Bonjour mesdames, messieurs, Frédéric Denré toujours pour vous servir. Ceux qui étaient là hier et celles qui étaient là hier se rendront compte que ma voix ne portera pas ce matin. Figurez-vous que ce matin je n'avais plus de voix et maintenant j'en ai une. Donc je vais essayer de la préserver. Si jamais vous sentez que je ne parle plus, il faut vite m'amener une eau bouillante. J'ai dû boire 2 litres d'eau bouillante depuis ce matin, donc c'est une outre que vous avez face à vous qui va essayer de faire son métier convenablement. Merci d'être là donc pour cette 20e édition de Cyclo, la 6e ici à Bordeaux. Je prends un peu de temps pour vous rappeler les partenaires de cette édition, toujours sans porter la voix. L'Agence de l'eau Adour-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine, la Régie de l'eau, Bordeaux Métropole, le département de la Gironde, la ville de Bordeaux, Rivéo du Sud-Ouest et Limoges Métropole qui sont présents sur le village des partenaires. Également le pôle Aquavalais, Soltena O17, O47, SMDE 24 qui se trouve sur le village des syndicats. Également l'association des techniciens territoriaux de France, la TTF, et notre partenaire presse, Cayola Média. Sachez que tout est filmé, diffusé, pardonnez-moi, tout est filmé et diffusé sur YouTube. Le débat de ce matin, c'est donc le 5e débat que j'anime depuis hier. Le débat d'aujourd'hui porte un titre qui veut tout dire et rien dire, nouvelles technologies et finalement, qu'est-ce qu'on met derrière de nouvelles technologies? Depuis que je suis entré en fac en 1987, on parle de nouvelles technologies. Là, on parle plutôt de ça, de robots, de drones, d'intelligence artificielle, de recueil de données. En quoi cela va-t-il nous permettre d'améliorer la gestion et la gouvernance de l'eau? On va voir ça, mesdames, messieurs. Merci de les accueillir avec Yvan Kédage, Olivier Chéneau, Radi Darer et Alain Dupuis. Ce qui veut dire, mesdames, messieurs, voilà, madame a lancé le mouvement. Allez-y, continuez. Yvan Kédage, vous êtes directeur d'Aquavalais. Olivier Chéneau, vous êtes responsable mission infrastructure et procédé à la régie de l'eau Bordeaux Métropole. Radi Darer, vous êtes ingénieur d'études et de recherche spécialisé en intelligence artificielle. Et Alain Dupuis, vous êtes professeur d'hydrologie quantitative. Vous nous expliquerez ce qu'est l'hydrologie quantitative. Directeur du programme Eau souterraine et changement global. On vous a vu un peu dans les médias récemment à propos du scandale de certaines eaux à bulles. Voilà. Yvan Kédage, on va démarrer avec vous. Alors, il y aura quelques pitchs, quelques présentations de société durant cette heure et demie. Donc, Yvan Kédage, pardon, peut-être pour commencer, Aquavalais, pour nos amis qui ne sauraient pas, ce qui semblerait étonnant, Aquavalais. Ah, écoutez, on n'arrête pas d'étonner, donc merci Frédéric, et puis donc merci à mes collègues qui sont sur place. Aquavalais, c'est un pôle de compétitivité, une association qui regroupe 220 entreprises et une trentaine de laboratoires de recherche d'universités qui travaillent ensemble sur à la fois le co-développement d'innovation et la mise en œuvre de solutions, parce qu'en fait on a les deux, hein. On a les anciennes nouvelles technologies qui sont devenues des solutions, et puis on prépare les nouvelles technologies de demain. Alors Aquavalais n'intervient pas tout seul, hein. On est en fait, et je vais parler au nom des pôles de l'eau. On est 2 pôles de compétitivité, Aquavalais sur Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, le pôle Aquanova sur, en gros, de Grand Est à Centre-Val de Loire, hein, donc sur la partie plus nord de la France. On représente un écosystème de plus de 400 entreprises et 50 laboratoires de recherche. On travaille tous dans le même sens avec les scientifiques, les petites, les moyennes, les grandes entreprises, sur le co-développement effectivement de ces solutions de demain. Et alors, quand je vous dis nouvelle technologie ça veut dire quoi, nouvelle technologie? On parle de quoi exactement? Vous voyez quoi, vous, à Aquavalais, dans ce que font, dans ce sur quoi travaillent les scientifiques et les chercheurs en ce moment? Alors, les nouvelles technologies, en fait, correspondent. On va utiliser une nouvelle technologie, on va utiliser innovation.
Mais dans l'innovation, on va avoir les nouvelles technologies, puis après les nouveaux, un petit peu procédés aussi. Il y a tous les aspects socio-économiques, les nouveaux modèles économiques, les nouvelles approches sociétales. Alors, on a besoin de tout ça pour faire progresser la gestion de C'est l'eau. quoi une nouvelle approche sociétale et pourquoi il y en a besoin? Acceptabilité de la réutilisation, du recyclage des eaux usées traitées. Évolution des modèles économiques, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure également, parce que quand on fait évoluer la consommation en eau à la baisse, eh bien, on va faire évoluer à la baisse également le revenu du service de l'eau. Et donc il faut repenser les équilibres, repenser justement les équilibres, et le repenser également en fonction des caractéristiques de chacun des territoires. Quand on est dans un territoire très touristique, on met des tarifications diversifiées, incitatives, progressives, saisonnières. Donc tout ça, ça fait partie des modèles qui sont en pleine mutation. Et la sobriété, c'est l'évolution des comportements. C'est comment faire pareil, voire mieux, avec moins d'eau. Et ça, c'est du comportemental, c'est pas de la techno. Et la techno vient compléter, c'est l'efficacité des systèmes d'alimentation en eau, à la fois collectifs, au niveau des différentes collectivités territoriales et de leurs regroupements, syndicats et autres, intercommunalités. Mais c'est également chez soi, son bâtiment, comment je fais pour plus avoir de fuite, essayer de ne pas rester 35 minutes sous une douche alors que j'ai besoin que de maximum 5 minutes peut-être. Ça sent le vécu, ça, non? Ouais, je distribuais 5 heures d'eau tous les 5 jours à Mayotte il y a 25 ans. Donc je me douchais tous les matins avec une bouteille d'1,5 litre. Ouais. Mais on sait faire. Voilà, tout simplement, c'est du comportement. Je l'ai eu fait quand je... Bon, enfin bref, une partie de ma vie, effectivement, dans des endroits difficiles où il n'y avait pas d'eau pour 3 fois rien. Donc voilà, avec ce sujet, le sujet de ce matin, on ne va pas faire que du robot, on ne va pas faire que du drone et de l'IA, on va faire une nouvelle façon d'appréhender l'eau dans sa globalité, jusqu'à donc l'acceptabilité sociale, jusqu'à réfléchir à une autre forme de tarification de l'eau. C'est quoi vos deux pins là? Ils sont gros, hein? Il y a un gros et un plus petit. Je commençais par le plus petit. Ouais, il est plein de couleurs. Il est plein de couleurs. Alors qui connaît ce pins déjà? Une espèce de petit trou plein de couleurs. N'hésitez pas à lever haut la main. Qui a levé la main? Ah, c'est la BNP, ça. Voilà donc en fait, c'est la roue des objectifs de développement durable des Nations Unies, le système des Nations Unies. Donc c'est ce dont on parle beaucoup, etc. Et en fait, l'eau n'est qu'un élément transversal de tous ces objectifs. L'alimentation, la santé, etc. Même le développement économique. Pas de développement économique, pas d'eau. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi parce que je suis administrateur du partenariat français pour l'eau, qui porte la voix de la France à l'international. D'accord. Et le deuxième, donc, bleu, blanc, rouge. Et ça, c'est bleu, blanc, rouge. C'est la lutte des fabricants français dans le j'achète français. Voilà. Donc il y a le fabriqué français, c'est sûr, mais les acheteurs, il faut aussi qu'ils achètent français. Donc nous, on porte l'épaule de l'eau, l'épaule de compétitivité. On porte la voix des savoir-faire français. On va bien sûr aller aussi sourcer d'autres technologies et compléter, parce qu'on ne fait pas tout en France, on ne fait plus tout en France non plus, mais on est là aussi pour valoriser le savoir-faire français. Le savoir-faire français, je vous fais la transition Frédéric, il commence aussi par l'anticipation du besoin de demain. Ouais. Et pour anticiper le besoin de demain, il y a effectivement, on a plein de chefs d'entreprise, mais aussi on a aussi tous ces scientifiques qui sont là avec leurs connaissances qu'ils améliorent et qui vont préparer les solutions de demain. D'accord. Vous avez bien effectivement préparé ce débat. Je savais que je pouvais vous faire confiance pour le cadrer. Monsieur Chesneau, à Bordeaux Métropole, quand on gère l'eau, à la régie de l'eau Bordeaux Métropole, la nouvelle technologie, c'est quoi et elle vous apporte quoi? Déjà, je dirais... Hormis l'excitation de travailler, de se dire je travaille sur des nouvelles technologies. Exactement. L'objectif, c'est pas de faire de l'innovation pour faire de l'innovation. Donc quelque part, on a des besoins qui sont identifiés à la régie. En termes de performance, par exemple, les enjeux de perte en eau ou de gestion du patrimoine, dans le cadre d'une régie qui se met en œuvre et qui veut accélérer, par exemple, son renouvellement de réseau, évidemment, c'est des gros enjeux d'investissement, de choix. Et donc, on a besoin de sécuriser l'ensemble de nos processus et de nos choix. Et pour ça, l'innovation peut être un véritable atout. Donc, moi, ce dont je voulais vous parler ce matin, c'est la partie diagnostic des canalisations. Je vous le disais, gros effort à venir de la régie pour accélérer son renouvellement de réseau, que ce soit du réseau de transport ou de distribution. Et donc pour faire ça et s'assurer qu'on ne se trompe pas dans des investissements qui coûtent plusieurs millions d'euros,
on va s'appuyer sur des technologies nouvelles, comme le robot que vous voyez ici, qui a été développé par la société Aqua Robotics. On la verra après. Hein. On le verra n'entrez après, pas voilà. trop dans le détail, c'est un Très bien. premier tour de table. Très bien. Donc du coup, voilà, l'innovation pour nous, c'est vraiment rejoindre des enjeux d'exploitation et de terrain. Donc pour ça, on a aussi à la régie une structure de recherche et d'innovation qui anime un réseau de référents innovation. Donc on s'assure toujours qu'il y a bien un lien entre ce que nous, on peut produire ou les solutions qu'on peut essayer d'amener et que ça rejoigne le besoin des équipes d'exploitation. Vous avez une cellule de recherche au sein de la régie. Voilà, alors D'accord. c'est une des particularités de la régie. Hein. Je pense qu'il n'y a pas énormément de régies en France qui sont structurées de cette façon-là. Haute-Paris, par exemple, a un gros pôle de recherche, mais essentiellement centré sur la qualité eau. De notre côté, on a une organisation d'une dizaine de personnes qui sont dans cette équipe recherche, innovation et transition écologique. Et la spécificité, comme disait M. Kédage, c'est aussi qu'on a par exemple des gens qui font des sciences humaines. Donc tout ce que vous avez dit sur la partie tarification, sur les usages de l'eau, on étudie aussi ces volets-là. Vous n'avez pas besoin d'Aquavalet, vous, finalement. Vous êtes un petit Aquavalet. On n'est pas un petit Aquavalet parce que notre réseau a besoin de gens comme Aquavalet pour cibler les bonnes personnes et les bonnes compétences. Mais en tout cas, voilà, on a bien ce scope assez large et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur l'innovation. Ce n'est pas que de la technologie, en effet. D'accord. Si je peux me permettre, la régie des eaux de Bordeaux Métropole est adhérente d'Aquavalet Je savais bien. sur ces sujets-là. Donc, Je savais bien, je vous ça taquine. s'appelle un écosystème, Mais n'est-ce oui. pas Frédéric? Mais j'aime bien te taquiner le matin. Mais c'est bien, mais moi aussi. Mais ne me taquinez pas trop, j'ai mal à la gorge, je pourrais m'en endormir. Je vais être sage. Ouais, c'est gentil. Merci Alain Dupuis. Le BRGM et l'eau. Les nouvelles technologies, c'est quoi pour vous? C'est savoir ce qu'on a sous les fesses en termes de volume d'eau? Alors oui, bien sûr, déjà, il y a la connaissance intrinsèque de quelles ressources dispose-t-on, mais au-delà de la quantité, il y a toujours la question duale maintenant de la qualité. On va se projeter tout de suite de savoir qu'est-ce qu'on a et quelle qualité pour ensuite en faire quoi? Usage humain, mais usage naturel, bien entendu aussi. Hein. Après, l'innovation, ça peut être aussi pour nous comment développer de nouveaux capteurs adaptés à ces réseaux de surveillance pour qu'ils soient plus efficaces, plus auto-nettoyants. J'évoque des pistes qui sont, on va dire, dans l'air. Hein, mais alors, ça se fait en des TRL, des niveaux de recherche très bas, qui ensuite seront transposés. On ne va pas faire de la transposition, mais nous, on va faire de la recherche en amont pour pouvoir développer ça. On va utiliser d'autres technologies qu'on va évoquer, l'IA pour nous. La massification des données que l'on récolte et leur traitement, l'IA va être utilisée pour nous aider à gagner du temps sur l'analyse, le traitement et la valorisation de ces données. Après, il y a l'expertise humaine qui reste, heureusement, mais l'IA est un outil sur lequel on va s'appuyer pour aller plus loin, plus vite. Et puis on va aussi, c'est le dernier volet, c'est se projeter. Qu'est-ce qu'il va y avoir demain par rapport à ce qu'on va pouvoir nous en faire? Et ça, c'est une grosse question. Alors, le demain à 50 ans, 100 ans, fin de siècle, hein, mais surtout le demain à moyen terme, à la saison. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Voilà, les chantiers. Voilà le chantier, mais aujourd'hui, tout le monde connaît la carte que vous publiez, BRGM, tous les mois, de l'état des nappes. Comment on mesure ça? C'est une évaluation au doigt mouillé, aidé par un calcul statistique, c'est des piézomètres, c'est du satellite, c'est que sais-je encore. Comment vous établissez cette carte? Alors, c'est une agrégation de données. Alors déjà, on part effectivement de mesures. On a notre réseau de mesures, c'est plusieurs milliers de piézomètres qui sont surveillés, remontés au BRGM, la donnée est validée et ça, on l'analyse. C'est la conductivité électrique? Non, c'est on surveille à la fois quantité, c'est-à-dire les niveaux piézométriques, autrement dit la quantité, mais également des points sur lesquels on a de la qualité. Tout ça est remonté sur les serveurs, traité. Il y a effectivement un traitement statistique historique avec l'antériorité pour voir comment ça se propage, comment ça se situe par rapport à l'historique. Et grâce à des outils de simulation et de propagation, dont l'IA, mais pas que, d'autres modèles de physique de calcul pour vérifier. On fait des projections de 3 semaines à 3 mois. C'est cette carte-là. Alors la carte, vous avez le bilan, vous avez la tendance, et il y a un service qui s'appelle, qui est Météo des nappes, qui propose cette fois-ci la projection. Voilà, on a les trois niveaux. Quelle est la marge d'erreur sur la bonne connaissance de ces nappes?
Sur la connaissance en elle-même, la marge d'erreur, elle est extrêmement réduite parce que les capteurs dont on dispose, la remontée et les mesures que l'on fait, elles sont très précises. Par rapport à un niveau, c'est infracentimétrique. Donc l'erreur, ce n'est pas sur la donnée. L'erreur va être sur la projection. Et là, par contre, l'erreur sur la projection, si c'est un système dont on connaît, on va dire, le fonctionnement et sur lequel on a un historique important, c'est-à-dire c'est l'importance de la chronique de données longues, on va pouvoir être précis à quelques décimètres près. Si par contre, c'est quelque chose sur lequel on a des nouveaux événements qui se produisent et le changement climatique n'aide pas du tout, parce que lui, il va perturber les impluviums et les entrées d'eau. Là, par contre, on peut avoir plusieurs mètres d'écart, mais ça ne se traduit pas, on le donne relativement pas en niveau, on le donne plutôt en tendance. Et c'est là où ensuite les utilisateurs, les décideurs, les pouvoirs publics, les gestionnaires s'approprient ça parce qu'eux, ils ont la maîtrise de la gestion, ce qu'on n'a pas du tout, nous, au cas précis. Voilà, nous, on donne des vues plus globales. D'accord. Donc quand on voit la carte publiée par le BRGM, on peut s'assurer que cette carte est sûre. Ah oui, la carte publiée, elle a été validée et revalidée plusieurs fois. Oui, tout à fait. Radi Darer, Oui. ça tombe bien, j'allais vous passer le micro. Je Allez-y. peux me permettre juste sûr. d'ajouter en fait à ce qu'il vient de dire. c'est Le que- micro sur le menton, pardon. C'est en fait que même si on a parfois des grandes erreurs, l'important c'est plutôt en fait l'utilité de cette prédiction qu'on fait. Donc même s'il y a une erreur et que la tendance en fait peut être utile, donc en fait on reste plutôt sur l'utilité. Donc ça, je trouve que ça c'est quand même quelque chose que en fait on se tient pas en courant. En fait, on n'est pas toujours conscient que on peut se servir d'une prédiction même si l'erreur n'est pas toujours très précise. Monsieur Darer, si vous bougez votre tête, il faut bouger le micro en même Oui, temps. oui, Il faut laisser le micro sur le menton, comme ça vous bougerez tout en même temps. oui. C'est d'accord. mieux pour la régie, merci. Vous travaillez, vous en particulier, sur l'intelligence artificielle. Alors, une autre tarte à la crème, tout est intelligence artificielle, il faut le mettre dans tous les projets de recherche, ça fait bien. C'est vrai. Concrètement, ça veut dire quoi? Elle est utile à quoi? Et déjà, est-ce qu'elle est utile? Et pourquoi faire de l'IA en la matière? En fait, depuis plusieurs années, on s'est rendu compte à quel point on mesure de données à la minute et on ne sait pas toujours quoi faire avec ces données-là. Donc, pour moi, tout ce qui est intelligence artificielle et sciences des données, c'est d'essayer de profiter de ces données-là et de faire quelque chose et de tirer des conclusions, d'essayer de répondre à des questions auxquelles on n'arrive pas normalement à répondre à travers une méthode classique. C'est quoi les méthodes classiques? C'est Je dis soit chimie de l'eau classique ou bien génie des procédés. Donc c'est Qu'est-ce que souvent... veut dire? C'est quand on n'a pas d'équation à disposition, on laisse faire l'IA, qui va peut-être trouver oui, quelque et chose c'est qu'on ne voit souvent- pas. Et c'est souvent, en fait, on n'a pas les équations. C'est pas parce que, en fait, personne n'est arrivé à trouver ces équations-là. C'est toujours car les procédés et les relations sont beaucoup trop complexes, en fait, car il y a beaucoup de paramètres qui influencent un certain résultat. Donc, on ne peut jamais, en fait, avoir une équation comme on obtenait, par exemple, en physique avant, ou bien juste une équation qui décrit la totalité. Donc, ça, c'est toujours difficile. Et donc, on essaye d'utiliser l'intelligence artificielle pour trouver un lien entre tout ce qui est, tous ces paramètres-là qui sont corrélés quand même. Pour trouver de l'ordre dans le désordre. Exactement. De l'ordre dans l'entropie, je vais faire le malin. Je vous voyais acquiescer, monsieur Chéneau. L'intelligence artificielle, vous l'utilisez? L'intelligence artificielle, vous l'utilisez vous-même, je vous voyais acquiescer. Oui, tout à fait. C'est exactement dans ces cas-là, c'est-à-dire quand la quantité de données est vraiment très importante et qu'on cherche à tirer de l'information de cette donnée qui ne peut pas rentrer dans des équations Mais connues. des données sur quoi? Alors, Bordeaux Alors, Métropole, c'est très grand, mais ça ne ouais. paraît pas si grand que ça. Alors, par exemple, les données qu'on utilise beaucoup, ou en tout cas la thématique sur laquelle l'IA peut nous apporter, c'est par exemple la recherche de fuite ou les choix de renouvellement de canalisation. Pourquoi la recherche de fuite? A priori, on a des Ouais, très tests bien. sonores pour trouver les fuites. Oui. Mais afin d'orienter au mieux cette écoute, donc effectivement, la recherche de fuite acoustique traditionnelle, on peut passer dans toutes les rues et faire des kilomètres et des kilomètres, ou bien on peut essayer d'être plus intelligent et d'optimiser cette recherche de fuite. Et pour ça, il y a des gens qui ont développé des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors,
l'algorithme c'est une chose, mais après c'est toute la donnée qui l'alimente, et c'est là la richesse en fait de ces méthodes-là, c'est vraiment de savoir faire parler ces données-là. Et donc quand vous mettez des données patrimoniales, des données d'environnement, des données par exemple satellitaires dans des algorithmes, vous pouvez orienter votre recherche de fuite. Et donc là où vous aviez un certain budget à investir pour faire X kilomètres, vous pouvez en faire le double ou le triple pour être beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un des apports de l'IA. Alors attendez, je vous arrête. Données patrimoniales, c'est vous entrez l'âge des conduites. Voilà, l'âge des conduites, Vous les entrez matériaux, les diamètres, les D'accord. historiques Vous de entrez fuite, quoi? Le type de sol. le type de sol. Vous avez parlé du satellite. Pourquoi le satellite? Qu'est-ce qu'il vous donne? Alors, les sociétés ne sont pas toujours très enclines Bon, enclin, si vous voulez. à divulguer exactement tout ce qui est dans le modèle. Mais les données satellitaires, aujourd'hui, on a des données en open data qui nous permettent de voir les déformations de sol de l'ordre du millimètre, d'avoir des taux d'humidité dans le sol, de pouvoir éventuellement distinguer sur quel type d'eau on est. Donc voilà, ça c'est des données qui peuvent être utiles et exploitées pour enrichir des modèles et nous aider, nous, derrière, à faire les meilleurs choix. C'est toujours pareil, hein, du point de vue d'un service d'eau, l'objectif c'est d'être le plus efficace possible. Et vous êtes plus efficace avec ces outils Alors, d'intelligence artificielle? on débute juste. Et ce qui est peut-être intéressant par rapport à la thématique sur promesses et réalité, c'est que parfois quand on vient confronter ce qui est promis par une solution avec la réalité, on se rend compte qu'on est bon à 80 ou 90% par rapport à ce qui est annoncé, et puis qu'il manque 10 ou 20% parce que ça ne marche pas très bien chez nous. Je prends juste un exemple sur la recherche de fuite. On peut raisonner soit en nombre de fuites trouvées, soit en volume d'eau qu'on va économiser par les fuites trouvées. Et ben, la particularité visiblement de la régie de l'eau de Bordeaux, c'est que quand on trouve des fuites sur des branchements, elles sont trop petites pour que quand on les répare, on voit un impact sur le débit de nuit. Donc du coup, on va être très efficace sur trouver des fuites, on va les réparer. Donc ça, la partie innovation est parfaite, on a trouvé les fuites facilement. Puis quand on les répare, ben, on n'a pas l'objectif final parce que chez nous, le contexte fait que les branchements fuient beaucoup en nombre, mais en quantité, on ne récupère pas beaucoup d'eau. Donc voilà, l'innovation nous disait on va réussir à gagner des mètres cubes et des mètres cubes de pertes. En fait, non. Pour l'instant, non. Donc on creuse pourquoi on ne gagne pas, pourquoi c'est particulier chez nous, alors que la solution, visiblement, sur d'autres collectivités marche parfaitement bien. Chez nous, il y a ce petit delta, mais qui est important, hein, parce que la promesse n'est pas forcément tenue pour le coup. Mais ça ne remet pas du tout en cause l'efficacité des algorithmes, parce qu'ils permettent bien de trouver les fuites, sauf que la conclusion n'est pas celle qui était attendue. Yvan Kédage, l'intelligence artificielle, c'est un gros volume de ce que vous voyez en termes d'innovation? Alors on va dire c'est effectivement une grosse tendance. C'est une grosse tendance, mais je ne vais pas paraphraser ce qu'Olivier Chéneau vient de dire. Mais je crois que dans l'intelligence, elle est avant tout pragmatique. Et donc, et je pense que qu'on soit gestionnaire patrimonial, exploitant de réseau ou gestionnaire de territoire, voire de ressources en eau, etc., ben, on a déjà un certain nombre d'outils. Enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Frédéric, on a développé des modèles, des modélisations. Ces modélisations ont permis d'évoluer aujourd'hui vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, je vais remettre un petit peu une petite couche, si je peux me permettre, son intérêt, c'est également pour l'aspect gestion prédictive. On va pouvoir effectivement avoir des capacités d'intégration par-delà les modèles, parce qu'on fait de la simulation croisée de paramètres qu'il est difficile de croiser au travers des modèles. Et c'est ce qu'on va retrouver. Mais après, on intègre des briques. On intègre des briques technologiques. Et donc, que ce soit sur un réseau ou que ce soit dans l'environnement, eh ben, il va falloir non pas travailler sur l'innovation de ce que fait tel domaine de spécialité pour pouvoir soit produire, soit intégrer la dimension IA, mais il va falloir assembler plusieurs paramètres produits par plusieurs instruments, produits par plusieurs intervenants, et rendre tout ça un petit peu compatible dans un contexte. On ne l'a pas évoqué encore, mais hop, je reprends une autre casquette. C'est un contexte aussi où la norme n'existe pas forcément encore. Elle se construit. Donc moi, je siège également au comité stratégique grand cycle de l'eau, enfin eau et environnement de l'AFNOR. Et effectivement, ce sont des sujets qui arrivent, qui évoluent, qui intègrent, mais qui ont besoin d'être utilisés à bon niveau.
Si on fait tout par l'intelligence artificielle, y compris la conception de la conférence d'aujourd'hui, eh ben on va gaspiller des ressources qu'on n'aurait peut-être pas été obligé d'utiliser parce qu'on a tous nos savoir-faire individuels qu'on commence à valoriser. C'est là qu'on devient efficace, comme le disait Olivier Chenot. On utilise simplement ce qui permet d'accélérer un certain nombre de choses. Sans compter que l'intelligence artificielle, c'est des data centers qui consomment de l'énergie et beaucoup d'eau. Il y a une étude qui a montré, vous savez, la conception d'images façon Ghibli, façon manga sur Internet. Chaque image consomme, je ne sais plus de kilowattheure, mais en tout cas, c'est 5 à 6 litres d'eau. L'eau qui est nécessaire pour refroidir les data centers. C'est ce qu'il y a de fascinant. Cette technologie censée nous permettre peut-être d'améliorer la gestion de l'eau consomme aussi de l'eau. Donc il faudrait l'intégrer peut-être dans le budget eau, dans l'eau cachée, l'eau virtuelle de cette gestion. Monsieur Darer, vous confirmez, l'intelligence artificielle, elle ne résout pas tout. C'est dans certains domaines, là où on n'a pas de base scientifique, c'est ça? En fait, oui, car c'est toujours, en fait, ça doit être considéré comme un outil pour répondre à des questions et non pas seulement un objectif juste pour le faire. Et en plus, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est pas nécessairement toujours que ce soit ChatGPT ou Gemini ou bien ce type de modèle, mais on peut faire des choses qui sont toujours beaucoup plus simples, beaucoup plus compréhensibles et qui consomment beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins d'eau. Donc l'intelligence artificielle, on a souvent dit à mettre comme une grande bulle. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a exactement dedans, mais en réalité, on peut faire de la statistique avancée, coupler ça avec une puissance de calcul au niveau des ordinateurs, et ça va en fait répondre à la majorité des questions. Donc on n'a pas vraiment besoin de faire tout ce type de modèles assez compliqués pour répondre à ces besoins-là. Et même en plus, je peux ajouter pour dire que si on veut faire ces modèles compliqués, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué car on n'a jamais assez de données pour faire tourner ces modèles-là. Car en fait, dans le domaine de l'eau, ce n'est pas comme un chat GPT qui peut permettre en fait, de prendre toutes les données sur Internet qui parlent la même langue. Continuez. De prendre en fait de tout ce qui existe, tous les articles qui parlent la même langue et les coupler pour faire des données pour un même modèle. Dans l'eau, si on prend une station d'eau potable qui est à Bordeaux, une autre qui est à Limoges, on ne peut pas en fait coupler les données car ce sont des procédés assez différents. Donc en réalité, on ne peut pas utiliser des données de l'un pour les appliquer ailleurs. Donc on ne pourra jamais faire des modèles assez compliqués. Donc pour moi, je pense, au moins pour maintenant, on n'a pas cette facture d'eau et cette facture d'énergie qui est très grande pour la modélisation, mais plutôt au moins peut-être pour la centralisation des données et la gestion des bases de données, ça peut commencer à devenir un peu importante. Mais ça reste beaucoup moins importante que, par exemple, la génération d'images, la question de génération d'images qui a eu lieu. Alain Dupuis, comment on fait de la prédiction? Pardon, Monsieur Chéneau. Oui, je voulais juste compléter ce que vient de dire Radi, peut-être nuancer sur les données ou la quantité de données et le fait qu'il faut avoir de la donnée spécifique à l'installation, tu disais, qu'on veut modéliser ou sur lequel on veut faire des simulations. Sur le réseau d'eau potable, par exemple, au final, un réseau en Italie, au Portugal ou en Espagne, il a quand même beaucoup de ressemblances avec un réseau en France. Et donc les modèles d'intelligence artificielle peuvent quand même s'enrichir avec des données qui ne sont pas propres à votre territoire. Et c'est ce que vous faites à Bordeaux? Alors, c'est... Piquer des données d'autres métropoles. Ah, je me suis lancé sur un terrain glissant. Non, pas du tout. Par contre, les prestataires avec lesquels on travaille, et je vous disais, parfois il y a un peu de secret professionnel sur les données qui sont utilisées, mais ce qui est quand même affiché, c'est que si on a des trous dans nos propres données, elles peuvent être alimentées par des données qui viennent d'ailleurs. Donc quand je fais un modèle qui va me dire mon risque de casse ou mon risque de fuite, il est important ici ou là, peut-être que le modèle a été nourri avec des données qui viennent de réseaux italiens ou espagnols. Enfin, c'est pas peut-être, c'est même sûr pour les gens avec qui on travaille. Et ça, c'est vraiment une force de l'IA, c'est que sur des objets qui sont similaires, la quantité de données va vraiment améliorer la modélisation et on n'est pas contraint d'être sur son propre territoire.
Et dans votre modèle, vous intégrez les données du volume d'eau éventuellement disponible dans les nappes souterraines sur Ouais, lesquelles alors, vous... Monsieur Dupuis a dit tout à l'heure, je crois que la prévision au court ou moyen terme était finalement, c'était ça qui était aussi difficile, et c'est vraiment le cas chez nous. À la métropole, on a une partie de nos ressources qui provient de sources, et on essaye de faire de la prévision à plusieurs mois sur le débit de nos sources pour savoir comment on va passer l'été. En gros, sur Bordeaux, on a au final une capacité de production qui est pas, il n'y a pas une marge de production très très importante par rapport aux besoins, et donc c'est très important pour nous de savoir, quand la recharge hivernale n'a pas été exceptionnelle, de savoir où est-ce qu'on va se situer au mois de septembre, octobre. Septembre, on peut encore Et avoir ça, des pointes de pardon, c'est consommation. vos propres données ou c'est celles d'Alain Dupuis, ça? Alors pour le coup, on a développé nos modèles. Alors c'était de l'IA aussi pour le. Enfin, à chaque fois, c'est la même chose. En fait, on teste plusieurs approches. Et là, on a testé des modèles de réservoirs qui permettent, en fonction d'une pluie, de savoir ce qui va sortir. Et on a aussi testé de l'IA. Donc là, il faut des chroniques de débit, des chroniques d'événements météo, etc. Et l'apprentissage, pour le coup, là, je crois que ce qui a été retenu, c'est un modèle mixte, donc qui combine de l'IA et des modèles physiques. Et on arrive aujourd'hui à prévoir, anticiper la productivité de nos sources à quelques mois. D'accord. Voilà, donc c'est un mélange. Comment on fait de la prédiction, Alain Dupuis, avec le changement climatique? Hier, on a beaucoup parlé de ça, les paramètres. Donc, changement climatique, il y a l'augmentation de la démographie, l'augmentation des usages, il y a les pics liés au tourisme. Comment on intègre tout ça pour faire une prédiction sur l'état des nappes dans 20 ans, 40 ans, 50 ans? En fait, la difficulté, elle n'est pas tant dans les phénomènes physiques, chimiques ou biologiques qui sont à peu près, on va dire, connus et maîtrisés, mis en équation et donc modélisés. Attention, une modélisation, c'est quand même qu'une simplification de la réalité, hein, déjà, un rappel nécessaire. Ensuite, comment on fait pour intégrer? Intégrer quoi? Le plus compliqué à intégrer, c'est notre comportement à nous, comment la société, on revient au tout premier mot, c'est comment allons-nous, dans un scénario d'évolution climatique qu'on a à peu près, ça c'est à peu près calé par le GIEC, et les descentes d'échelle au niveau national nous donnent ce que seront potentiellement les futurs. Par contre, comment allons-nous nous comporter, nous, et donc comment va-t-on introduire dans les modèles ou dans les calculateurs IA que l'on a à disposition ce que nous allons imposer comme prélèvement, ce qu'on va laisser à la nature, et comment on va gérer cette péréquation. Ça c'est le volet enquête, c'est souvent confié à des collègues de SHS qui nous aident à analyser le comportement, à aller chercher des données et des informations sur le comportement qu'on pourrait avoir, parce que là aussi on fait des hypothèses. Et ce sont ces hypothèses-là que l'on saisit, qu'on essaie de saisir et de traduire, parce que quand on donne à un modèle un débit, il faut lui donner une valeur et pas un comportement. Et voilà, là je viens de résumer l'énorme difficulté que l'on a à prévoir. Alors sur du tendanciel, 2050-2100, on y arrive à peu près, parce que là les grands scénarios sont assez tranchés, mais le court et moyen terme, là c'est très délicat, parce qu'il faut tenir compte de la météo, et là c'est plus de climat, c'est de la météo, du flux pendulaire, de tourisme, voilà, et d'autres paramètres. Et ça c'est très très complexe. Et pas sur le long terme, parce qu'on ne peut pas envisager le comportement humain, le comportement social sur le long terme. Sur le long terme, on fait des hypothèses plus strictes. Si on regarde bien les scénarios qui pour l'instant commandent la projection de ce que seront les effets sur le grand cycle de l'eau du changement climatique, on a des choix d'orientation très marqués, très différenciés. Quand on applique ça à des territoires, on ne peut plus imposer. Il faut aller recueillir sur un territoire qu'est-ce que ce territoire veut ou imagine comme futur. Et donc sans cette analyse de comportement faite par des collègues des sciences humaines et sociales, pour nous physiciens ou chimistes, impossible de prévoir le futur. C'est intéressant ça, Monsieur Kénage. Donc les sciences humaines et sociales sont aussi importantes, vous l'avez dit en introduction, que les sciences dures, brutes. Donc c'est de l'enquête quali, c'est de l'observation, c'est des prédictions de quoi on essaie d'imaginer les usages demain, on essaie d'imaginer l'impact de la sobriété, c'est ça?
Alors, c'est en pleine étude et puis moi je voudrais juste, alors, je Allez-y. ne vais pas utiliser la touche forward qui est celle la plus utilisée, mais je voudrais juste interpeller peut-être Alain Dupuis sur un de ses titres, une de ses fonctions, sur le PEPR One Water au bien commun. Donc c'est un programme de recherche, je vais laisser peut-être Alain Dupuis de pouvoir le présenter. Je crois que ce qui est important, c'est de voir qu'on a dans cette terminologie au bien commun. L'eau est un bien public mondial. D'ailleurs, au ministère français des Affaires étrangères, l'eau relève de la direction des biens publics mondiaux. Et ça veut dire qu'on a un comportement et un devoir vis-à-vis de l'eau, c'est de pouvoir utiliser cette ressource, ne pas la surutiliser, mais aussi restituer la ressource à l'environnement, donc au bien commun, idéalement dans le même état que celui qu'on l'a prélevé. Et je pense que faire référence à ce que vous évoquiez tout à l'heure, pour moi, on a toujours besoin d'une base scientifique. La base scientifique, c'est la base de la connaissance qui va permettre de construire. Et ces programmes exploratoires, aujourd'hui, ont été mis en place pour aller justement travailler à imaginer demain ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Les approches qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Mais je pense que Alain Dupuis, je vous repasse le... Je vais vous passer le je vous micro, Alain, repasse la balle. mais j'en reviens à ma question. Quel type de travaux en matière de sciences humaines et sociales vous conduisez, enfin vous voyez conduire au sein d'Aqua-Valais? On travaille sur quoi en particulier? Alors, nous, on ne va pas le faire directement, on fait travailler C'est les bien. scientifiques. Vous voyez quoi comme travaux notre émerger, etc. là? Mais c'est faire évoluer le comportement individuel et collectif sur l'usage de l'eau. Mais c'est le faire évoluer, je le disais, chez soi, c'est le faire évoluer également dans toutes les activités professionnelles, avec les conséquences économiques que ça a également. Je donne un exemple, on va dire un peu concret, je reviens sur la situation des sécheresses qu'on a vécues il n'y a pas très longtemps. Il y a 3 ans, lorsque je rencontrais un industriel ou que nos entreprises rencontraient un industriel, évoquaient des sujets de recyclage d'eau, évoquer des sujets de réutilisation des eaux. Bon, ça a évoqué aussi un peu ce que ça représente en termes d'investissement. L'industriel dit, bon écoutez, vous êtes bien gentil, hein, c'est bien joli tout ça, mais ça me coûte moins cher d'acheter de l'eau. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des sécheresses, on a eu des arrêtés sécheresses, on a eu des coupures de production, et quand un industriel il a une coupure de production, ça a un impact à son bilan d'exploitation. Bah, ça a été évoqué hier. Sûrement. Voilà, mais ça fait Fabre partie, à Castres, qui a dû fermer voilà. une semaine en 2022. Et donc du coup, qu'est-ce que fait un industriel? Pour éviter d'avoir ce risque au bilan, il va commencer à investir. Et pour investir, il faut qu'on soit dans un cadre réglementaire. Donc cette dynamique également de mise en place du plan eau en 2023 au niveau national, s'est accompagnée d'une évolution de la réglementation. Avant, on ne pouvait réutiliser des eaux, voire les recycler, que dans des cadres, ou quasiment que dans des cadres dérogatoires. Aujourd'hui, on a une réglementation qui le permet, qui est contraignante, mais qui est contraignante, je rejoins ce que disait Alain Dupuis précédemment, dans la maîtrise également du risque sanitaire et de la qualité des eaux, à la fois pour le traitement de l'eau dans l'usage que je vais en faire, mais également pour sa restitution au milieu naturel, soit directement, soit par exemple la réinfiltrant dans des aquifères souterrains pour pouvoir reconstituer une réserve. Et donc tout ça, il faut le travailler. Il y a des sensibilités d'acteurs, il y a des comportements, il y a des aspects sociétaux quand on va travailler dans des sociétés qui ne sont pas forcément des sociétés françaises, mais il y a une hostilité au réusage de l'eau parce qu'on c'est le réusage de l'excrément. Je vais pousser le bouchon un peu loin. Il y a un laboratoire qui travaille là-dessus, c'est à l'école des ponts, je crois, c'est le laboratoire Okapi, sur le réusage des eaux grises et des eaux noires, et qui a inventé, comment elle s'appelle, Marine Legrand, je crois, la chercheuse qui a inventé le terme effet Burke. Cela dit, je l'ai vu vendre son concept, son travail auprès du conseil départemental du 93, et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc les choses avancent.
Mais le seul problème, vous l'avez cité, c'est le coût de réusage de ces eaux-là qui restera toujours supérieur au prix de l'eau potable. Et on en vient au prix de l'eau. Alain Dupuis, on vous avait lancé donc sur le PEPR. Dites-nous tout. Alors le PEPR, c'est un des programmes exploratoires de recherche, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous avons concouru et obtenu un financement d'État à hauteur de 58 millions d'euros pour de l'investissement de recherche avancée au niveau national uniquement. C'est un programme qui est co-dirigé par le BRGM, donc le CNRS et l'INRAE. Et donc nous sommes 3 co-directeurs. Et nous avons 10 établissements académiques nationaux qui nous accompagnent. Donc en fait, c'est une énorme communauté qui se mobilise. Il a été lancé administrativement il y a 3 ans. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille réellement sur des projets. On finance des appels à projets, on finance des thèses, on finance des post-doctorats. Et tout ça dans un esprit de collège autour de la question au bien commun. Changement de paradigme, point d'interrogation, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller, comment il faut s'adapter, qu'est-ce qu'il faut changer en termes de, y compris réglementaires, législatifs, quelles sont les avancées nécessaires sur des socles scientifiques pour permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Et en fait, c'est un collège de compétences. Parmi les directeurs, il y a une collègue qui est sociologue, c'est Agathe Zen. Il y a un collègue qui est hydrologue des rivières avec des spécificités biologiques. Et moi, hydrogéologue, vous voyez, on est toutes sciences communes mises en commun. C'est ça l'enjeu du PEPR. Merci. C'est un peu ce que vous faites, Monsieur Darer, quand vous avez inventé donc votre société, je rappelle son nom, à quoi c'est. Vous proposez aux entreprises, aux grandes structures, y compris aux collectivités, de faire des audits hydriques. On est à la fois sur de la technique, on est à la fois sur du réseau, de l'IA peut-être, et puis du bêtement humain. Les gens ne connaissent pas leur réseau d'eau, ne connaissent pas leur consommation d'eau. En fait, on s'est rendu compte que déjà les industriels ne sont pas nécessairement, en fait, ne se rendent pas compte toujours de leur usage d'eau ou bien à quel point ils consomment l'eau et à quel point ils polluent. Donc, on était sûr que si l'industriel n'est pas au courant de toute cette information, une personne normale dans sa vie normale, il ne se rend pas compte non plus. Donc oui, on essaye en fait de cibler toujours les grands consommateurs dans les villes, dans les communes, pour essayer en fait de directement cibler l'usage de l'eau. Comme ça, on essaye en fait d'éviter la grande demande qui nécessite peut-être un reuse, comme M. Kadash vient de dire. Mais vous procédez comment? Quand vous arrivez dans une structure, vous faites l'analyse de la consommation d'eau, de l'usage de l'eau, repose sur quoi? En fait, on commence par une étude normalement qui est basée sur des données publiques, donc des données de l'INSEE pour l'usage global en fait de la région par rapport à la population. On essaye de voir s'il y a déjà des compteurs ou bien une information supplémentaire qui montre s'il y a un usage particulier qui est peut-être incorrect, puis peut-être excessif. Et puis, on essaye de prendre chaque cas individuellement pour voir si on peut améliorer l'usage pour une telle personne ou bien une telle usine, une telle école, un tel hôpital, par exemple. Et si la personne ou bien l'entreprise ciblée ils sont vraiment intéressés à faire un petit changement. Et là, en fait, les changements peuvent être complètement différents d'un cas à l'autre. Un cas peut-être où on peut vraiment pas rien faire que changer peut-être les robinets. Mais dans d'autres cas, on peut voir peut-être un traitement d'eau pour réutiliser une certaine eau ou bien pour éviter une certaine pollution qui arrive à l'eau utilisée, par exemple. Et une fois que vous avez fait alors déjà, vous le présentez comment, cet audit? En fait, là, normalement... C'est des courbes, c'est une étiquette comme le DPE, comment ça se passe? En fait, c'est plutôt... Donc là, on vise, je dirais, plutôt directement les grandes villes. Donc on ne parle pas vraiment à chaque individuel, mais c'est plutôt des bilans. On essaie de voir tous les volumes qui sont faits, en fait, qui sont obtenus, mais on n'a pas le sort que vous avez dit comme un DPE et dire que cette région consomme, elle est dans cette catégorie-là ou pas. Non, on n'a pas en fait cette classification-là, on n'a pas pour le moment.
mais on peut quand même savoir si on peut, en fait, s'il y a quand même une surconsommation d'eau pour essayer de réduire tant que possible. Vous avez évidemment audité Bordeaux Métropole. En fait, là, je ne sais pas si je peux. Là, c'est pas moi qui ai travaillé dessus, donc je ne suis pas sûr. Monsieur Chénaud. J'en sais rien du tout. Ah, non, vous mais en savez- je bah pense alors. pas. Non, alors en plus, entre Bordeaux Métropole et la régie, pour le Oui, coup, oui, c'est peut-être- pas tout à oui, fait. voilà, mais En fait, je sais suis qu'on pas certain. travaille avec plusieurs villes et collectivités dans la région, mais je pense que Bordeaux, pas encore. Pouvez-nous décrire la courbe là en bas, le numéro 4? En fait, là, c'est une courbe qui représente une dépense d'électricité. Donc, parmi les applications de ce qu'on peut faire en fait, à travers l'intelligence artificielle, il y a plusieurs cas possibles. Un des cas possibles, c'est tout simplement en fait, faire des prédictions et on compare la réalité à la prédiction. Donc, l'objectif, ce n'est pas nécessairement de faire une bonne prédiction, mais plutôt utiliser l'historique pour prédire le comportement en se basant sur cet historique-là. Et puis, en réalité, on voit si on surconsomme ou bien on consomme en moins par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc là, par exemple, si on prend la partie noire qui est l'historique de données, Donc à gauche de la Oui. courbe. et puis on fait les prédictions qui sont en jaune, et on compare ce qui est en jaune à la réalité qui est en rouge. Donc dans ce cas-là, on sait qu'on est en fait dans un cas où on consomme en moins de D'accord. ce qui est réel. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Et donc dans ce cas-là, si les opérateurs ont fait un changement au niveau de l'usine, on leur dit bravo, vous avez fait une bonne chose, et continuez dans cette optique-là. Et s'il y a une consommation en plus, on fait une investigation pour voir pourquoi on a consommé en plus. Très bien. Avant de vous passer la parole, mesdames, messieurs, on va s'amuser un peu avec Monsieur Chénaud et son robot. Donc un robot qui explore vos canalisations. Donc il n'y a pas que l'outil IA pour essayer d'identifier là où pourrait se produire, ou s'est déjà produit éventuellement une fuite. Il y a cet outil de vérification. Exactement. Alors, l'idée, on va dire que plus les diamètres sont petits de canalisation, plus le risque de casse est élevé. Et donc, on a un historique d'événements de fuite qui est plus important. Donc, le modèle apprend mieux. Tout ça pour dire que sur les gros diamètres ou les plus gros diamètres, on a parfois besoin d'aller vraiment voir ce qui se passe dedans parce qu'on n'est pas outillé en termes de statistiques pour pouvoir faire des prévisions assez justes. Ce robot a été développé par la société Aquarobotics qui le présentera un tout petit peu mieux dans le détail tout à l'heure. Et nous, de notre côté, on avait un enjeu sur une conduite de 250 mm de diamètre, une fonte grise, conduite stratégique, sur laquelle on avait des questionnements. On n'avait pas beaucoup de points d'écoute pour justement voir s'il y avait des fuites. On avait perdu une vanne. Ah bon, on perd des vannes, à ouais. Bordeaux. Et comment on peut perdre une vanne? On a perdu une vanne parce que la couche, la voirie avait été enlevée. C'était de la terre et donc l'émergence, la tige, enfin bref, le tube à longe et le carré de manœuvre étaient perdus. Donc on avait perdu une vanne. Donc on s'était dit, c'est l'occasion de retrouver cette vanne. Et on avait aussi un enjeu de savoir s'il fallait renouveler cette canalisation. Donc on a mis en place un processus d'innovation. Donc à la régie, on a un faisceau d'innovation en fait, qu'on partage avec notre service achat, parce que faire des marchés innovants, c'est pas toujours simple. Le but, c'est de faire des marchés sans pub et sans mise en concurrence, donc ce qui n'est pas la solution de base dans le cadre des marchés publics. La régie est soumise aux marchés publics. Donc quand vous arrivez à justifier que vous êtes dans de l'innovation, en restant sous un certain seuil financier, vous pouvez passer un marché sans publicité, sans mise en concurrence. Parce qu'il n'y a que Aquarobotics qui fait ça. Alors, Aquarobotics, sa spécificité, non, il n'y a pas que Aquarobotics qui peut descendre dans des réseaux et faire des mesures, que ce soit d'épaisseur, pour avoir une idée de l'état structurel des canalisations, de l'écoute avec des hydrophones pour savoir s'il y a des fuites, ou de la prise d'image. Aquarobotics, la spécificité, c'est que le mode de déplacement du robot permet de programmer une mission à l'avance et de dire je veux faire tant de points de mesure d'épaisseur de mes parois de canalisation, je veux faire tant de photos. Donc ça, c'est assez spécifique. Et on le verra tout à l'heure, mais ce que vous voyez avec les petits picots sur le dessus, c'est des patins qui permettent de venir s'appuyer sur les parois de la canalisation. Et donc là, vous avez une prise d'image notamment qui est de meilleure qualité que si vous faites ça en avançant sans maîtriser exactement ce que vous faites comme parcours. Et pour nous en parler, Jean-François Guiderdoni. Et peut-être juste pour allez-y, parce que je vois quelques collègues qui sont présents, mettre un robot comme ça dans un réseau, c'est pas juste on met le robot dans le réseau, quoi. Évidemment, en termes de travaux préparatoires,
il faut créer un sas d'insertion. Donc là, le message peut-être pour tout le monde, c'est alors je ne sais pas dans 40, 50 ans quelles seront les technologies pour aller inspecter des réseaux, mais quand vous posez des réseaux neufs, pensez à mettre un sas, une plaque pleine avec un trou d'homme pour pouvoir insérer un robot. Donc nous, évidemment, on n'avait pas ça, donc il a fallu mobiliser les équipes d'exploitation de la régie pour introduire ce robot. Et puis en termes de qualité d'eau également, c'est pas simple de mettre un robot comme ça qui est en cours d'acquisition des ACS, etc. Mais voilà, il y a des procédures de désinfection. Enfin voilà, on distribue de l'eau. Le but, c'est de faire une inspection en service. Le réseau est en service et distribue de l'eau. Donc du coup, voilà, il y a tous ces travaux préparatoires qui doivent rentrer en compte quand vous faites un projet comme ça d'innovation. C'est pas juste dire chouette, on va mettre le robot dans le réseau. Il faut vraiment anticiper avec vos collègues et travailler très en amont pour réussir ces missions-là. Donc je laisse la parole à Jean-François. Jean-François Guidardoni, vous êtes donc président d'Aqua Robotics. Donc vous avez bien compris, il faut le passer à l'eau de Javel avant de le mettre dans le réseau. On m'entend, oui, c'est bon. Ouais. Entre autres, oui, effectivement. Effectivement. Racontez-nous, donc il a des patins, il s'agrippe sur les parois, c'est comme ça. Comme l'a très bien décrit Olivier, en fait, la particularité, c'est que vraiment c'est une machine autonome. Donc c'est pour ça que c'est très très innovant, vraiment à l'échelle mondiale, parce qu'on a été contacté, enfin on est contacté des 5 continents par des services de l'eau. C'est une machine intelligente, donc on peut le programmer pour aller collecter de la donnée. Ce qui veut dire que par rapport à ce qui se fait actuellement, où le peu de machines pour l'instant qui vont en eau et en fonctionnement dans une canalisation sont portées par le courant. Donc il n'y a pas de maîtrise de la vitesse, de l'appui. Ça veut dire que quand vous collectez vos données avec des capteurs qui peuvent être très sensibles, de l'ultrason, du courant de Foucault, enfin des choses qui font ce qu'on appelle du contrôle non destructif, bah vous avez de la donnée qui va souvent être pas de très bonne qualité. Parce que vous allez vite simplement. L'image, c'est vous prenez un TGV, vous prenez des photos, ce que vous allez sortir, c'est pas fabuleux. Si vous connaissez le conducteur, vous lui dites tu peux t'arrêter là s'il te plaît, pour une photo c'est bon, tu peux repartir. Voilà, nous avec Aqua on connaît le conducteur. Voilà, c'est un peu ça, c'est le principe. Donc ça nous permet vraiment de récupérer de la donnée de qualité. Comme l'a dit Olivier, c'est fait vraiment pour des canalisations stratégiques. Donc même 250 au niveau de Bordeaux, c'est petit. On va vraiment, là, les demandes et toutes les missions où on arrive, on commence à 400 mm, 600, 700, 800, 1000. Voilà, donc vraiment des feeders stratégiques. Et quand on parle de feeders stratégiques, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent un petit peu les enjeux, mais pour le repréciser, on parle, je sais pas, une canalisation qui va faire 600 mm de diamètre. 1 km de canalisation comme ça va être dans les 600 000 € du kilomètre à renouveler. Donc c'est sûr que, bah oui, Plus. Ouais, peut-être. Voilà, ça dépend de l'environnement, si on est en urbain, en rural, etc. Mais voilà, on est sur des coûts qui sont absolument énormes. Donc faire un diagnostic, ça a un vrai impact sur quelques kilomètres. Vous pouvez économiser plusieurs centaines de milliers d'euros, sachant que souvent aussi, on fait du renouvellement non efficient. Voilà, parce qu'on ne connaît pas bien, on y va, on dit, voilà, on a une idée, et comme l'a dit très bien Olivier, on a peu de données dans ces grosses canalisations. Donc, quelles données ils récupèrent? C'est des données vidéo, c'est des données ultrasons? C'est une combinaison. C'est aussi la force de l'outil par rapport à ce qui se fait actuellement, c'est qu'on ramène énormément de types de données en une seule mission. On va faire donc ce qu'on appelle la mesure d'épaisseur, c'est qu'est-ce qui reste d'épaisseur à la canalisation, puisqu'elle perd en épaisseur, et donc au bout d'un moment, on sait que ça crée vraiment une faiblesse structurelle. Ça, c'est sans doute l'élément principal et le plus compliqué à aller chercher. Et puis derrière, on va aller faire aussi de l'image haute définition où on trouve énormément de choses, les corrosions internes, les fissures, les micro-fissures, enfin je ne vais pas vous faire une liste, mais il y a beaucoup de choses qu'on va trouver, beaucoup de défauts. Les joints, voilà, sur toutes les sections où il y a vraiment des défauts. On intègre aussi de l'acoustique, donc on va aller chercher les fuites en même temps, même si ce n'est pas notre prérogative principale, parce qu'on fait du préventif, pas du curatif. La fuite, ça fait partie quand même du panel. Et derrière, on va utiliser, alors nous on appelle ça du machine learning, parce que mes ingénieurs m'interdisent d'utiliser le mot IA, parce qu'ils disent que voilà, c'est pas la vraie définition de ce qu'on fait. Non, c'est vrai, on va dire c'est de l'IA, mais on fait de l'IA embarquée pour que la machine réagisse intelligemment à son environnement. Elle va changer de comportement. Elle apprend ses propres données, la machine. Voilà, elle apprend ses propres données. Elle va voir, par exemple, si la canalisation à Bordeaux, on nous dit là on pense qu'il y a un coude mais on ne sait pas très bien si c'est un 45, un 90. C'est pas un problème, la machine elle va lire, elle va aller voir, elle va dire ok c'est un 45, je me positionne pour passer un coude en 45. Voilà. Et à terme on va avoir une micro-fissure, elle va s'arrêter et elle va aller prendre une mesure d'épaisseur spécifique là-dessus. Voilà. Et elle se débrouille toute seule ou elle est philo-guidée? Non, elle n'est pas justement, c'est vraiment un robot autonome. Il a son logiciel de mission. C'est vraiment des particularités. Donc ce que vous voyez là, effectivement, on parle beaucoup de robots, mais le robot c'est bien, les données c'est mieux en fait. Nous on est là pour collecter de la donnée
Et je dirais que le plus puissant au sein du robot, c'est sans doute son logiciel de mission. C'est l'intelligence qu'il a à parcourir, à récupérer la bonne donnée, à gérer les risques aussi, hein, parce que vous parlez dans des réseaux, la vanne papillon, la vanne qui avait été ensevelie, mais il y en a qui ne sont pas renseignés sur un plan. Hein. Dans beaucoup de services, une vanne papillon qui apparaît, le robot ne peut pas passer. On est préparé pour gérer tout ça. Voilà. Donc mais le plus important, c'est la donnée. On a parlé de beaucoup de données patrimoniales. On va rechercher une donnée qui n'existe pas pour l'instant, qui n'existe pas dans les modèles, et on va l'ajouter. Et on estime, et en tout cas les services de l'eau qui travaillent avec nous, qui commencent à bosser avec nous, estiment que c'est des données qui sont clés, qui sont essentielles. C'est-à-dire dans quel état c'est vraiment en fait. Voilà, on peut prédire, mais là nous on va vous dire. Et un exemple, on a fait, alors sur la mission, on n'a pas eu trop de surprises à la mission de Bordeaux. On avait la vanne, on savait qu'au niveau de la vanne c'était peut-être pas en très bon état, et c'était un petit peu ce qui s'est révélé. On a réalisé une autre mission où on avait une canalisation qui était censée être en très bon état, et il y avait 2 sections de 10 mètres où il n'y avait plus de revêtement, il y avait de la rouille. Inexplicable. C'est quelque chose, ils n'auraient pas pu trouver ça si vous n'étiez pas dans le réseau. Merci Monsieur Guiderdoni. Alain Dupuis, je posais une question con. On met des robots comme ça dans les nappes? Ah non. Non, ça passe pas. Faut pas les contaminer et puis ça passe pas. Non, ça passe pas. Peut-être dans les forages depuis longtemps. C'est pas des robots, ils sont suspendus, mais ça ressemble. Ça ressemble. Il y a des technologies d'investigation d'épaisseur qui sont certainement les mêmes, j'imagine. Mais non, dans les nappes, après, ça reste dans le puits, ça. Mesdames, messieurs, y a-t-il des questions? On met des choses sur les lacs par contre, ou sur les. On envoie des machines quand même dans le grand cycle de l'eau, et on commence à avoir un petit peu de machines. Bah oui, non, les ROV, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, les ROV philo-guidés par des gros câbles en mer ou dans les lacs. J'ai pu plonger avec à une époque de ma vie. Oui, Antoine Orsini, le micro arrive, il sera porté par Paola, qui est un prénom corse. Ou pas d'ailleurs. Paola, Antoine Orsini, hydrobiologiste à l'Université de Corse. Est-ce que votre robot, jeune homme, mesure l'épaisseur du biofilm? Parce que parfois il y a des problèmes de biofilm, plutôt des champignons que des algues, hein, puisqu'il n'y a pas de lumière. Mais est-ce que cette problématique, vous l'avez? Et après, vous parliez de réduction d'épaisseur, et d'un coup, vous avez dit, parfois avec la rouille, on a une augmentation de l'épaisseur, ce qui peut faire changer. Donc voilà pour la question. Merci. Merci Antoine. Monsieur Guiderdoni. De Corse à Corse, alors, hein, de Guiderdone à Orsini, voilà, on va se répondre. La société est née en Corse initialement, voilà, pour ça. Non, commencez pas par vous savoir si vous avez un cousin en commun. Certainement, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Non, alors pour le biofilm, ça va dépendre. Si vous avez un biofilm qui est dur, oui, on va les mesurer. Si vous avez un biofilm qui est juste du dépôt, non, ça va pas. Et puis l'objectif va être d'aller mesurer la canalisation derrière. Et en général, nous, on va quand vous allez avoir, par exemple, si on prend une fonte grise, vous avez beaucoup de concrétion ou de formation à l'intérieur, comme vous l'avez dit, ça va augmenter le dépôt. On va plus être sur le visuel qui va avoir son utilité. Parce que la mesure d'épaisseur que vous allez envoyer, vous saurez qu'il y a une concrétion, il y a quelque chose, il y a une anomalie, mais c'est le visuel qui va vraiment vous montrer ce qu'il y a, plus que la mesure d'épaisseur. Voilà. La mesure d'épaisseur, ça va vraiment travailler sur quand vous arrivez à atteindre la canalisation. Sinon, de toute façon, si vous avez une mesure bizarre, vous allez voir l'image. C'est la force aussi d'avoir les deux données combinées. Vous allez dire, bah oui, ok, d'accord, c'est normal que la donnée, elle soit comme ça. Et vous allez plus regarder l'image et dire, ok, là, il y a des fortes concrétions. Et puis, s'il y en a sur une grosse zone, vous saurez qu'il y a une perte de performance importante parce que, voilà, sur 40 mètres, il y a vraiment beaucoup de concrétions qui réduisent le diamètre, en fait, de la canalisation. Votre robot ne fait pas de prélèvement, il ne va pas gratter. Non, et il ne répare pas encore. Parce que je préempte, hein, parce qu'on a la question, c'est quand est-ce qu'il répare. Mais ce que vous voulez, nous, on a ouvert la boîte de Pandore, en fait, puisqu'on a la première machine qui a une intelligence. Ça veut dire que vous pouvez lui amener. C'est-à-dire que c'est pas juste je suis porté par le courant et j'attrape des données à gauche, à droite. Je fais ce qu'on me dit de faire. Donc ça veut dire qu'à terme, oui, on aura des objectifs d'aller faire même de la réparation quand il y aura des technologies, d'apporter des technologies. Nous, on est un véhicule finalement. Voilà, on est un véhicule qui apporte des moyens à l'intérieur d'un réseau en fonctionnement. Ensuite, ce qu'on nous demande de faire, c'est pour ça qu'on fait des partenariats avec Bordeaux, avec pas mal de gros services, pour comprendre les besoins et puis pour faire évoluer la machine en fonction de ses besoins. Y a-t-il d'autres... Oui, madame. Le micro arrive. Merci, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Cécile Laborderie.
Donc là, je vais poser la question en tant qu'usager et pas en tant que professionnel. Professionnel de où? Vous travaillez pour qui? Je travaille comme chef de pôle eau et assainissement pour une ONG au Burkina Faso. Très bien. Donc, Mais votre je question suis de aussi citoyenne. usager de l'eau à Bordeaux. Voilà. Donc vous avez dit les industriels et les particuliers ne sont pas au courant de leur consommation d'eau. On a parlé des sciences humaines, du changement de comportement. On parle beaucoup des fuites, de la détection. À quand une petite intelligence, une petite application où on pourrait savoir sur nos téléphones ou bien l'industriel pourrait savoir sur son ordinateur au quotidien combien il consomme? À quand une petite lumière rouge qui s'allume dans la douche au-delà d'un certain nombre de litres voilà. Il me semble que c'est des solutions de bon sens, mais certainement ça doit être beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'on n'a toujours pas ces solutions. Je suis sûr que M. Darer a la solution. En fait, la réponse à cette question est divisée en deux. Je vous dis, en fait, pour les industriels, il y a déjà plein d'outils. Les outils que nous offrons chez Aquacé, il y a même d'autres entreprises qui offrent des outils similaires, donc des jumeaux numériques qui permettent en fait de faire une vision globale, de mesurer tout, d'envoyer des alertes au cas où il y a des problèmes et de proposer même des solutions pour éviter un peu la surconsommation, améliorer la production en général et l'usage en général. Après, selon mon avis, et ça, ce n'est pas vraiment une réponse technique, mais plutôt un avis, d'appliquer la même chose au niveau de toutes les maisons, ça devient super compliqué. Pour la simple raison, c'est plutôt en fait la quantité de données qu'on va mesurer. En fait, au niveau d'une usine, on peut mettre par exemple des capteurs de débit partout pour mesurer les débits. Mais si on se permet de faire ça à l'entrée et à la sortie de chaque maison, je ne sais pas à quel point on va mettre des débitmètres, à quel point on va mesurer des données. Pour moi, ça reste quelque chose de plus compliqué. Peut-être on peut faire ça au niveau de, je sais pas, d'une grande école, d'un centre commercial, mais de faire ça au niveau de chaque maison, je ne sais pas si c'est faisable. Je ne sais pas si les autres ont une opinion un peu différente. Monsieur Chéneau a son mot à dire, je crois. Est-ce qu'on peut imaginer utiliser ces données pour informer les abonnés et vos administrés? Oui, tout à fait, mais ça pose tout de suite la question de la télérelève, puisque aujourd'hui, contrairement à ce que vous connaissez sur votre compteur d'électricité, tous les services ne sont pas équipés de télérelève, et je pense même que c'est la minorité qui dispose de la télérelève. Sur la métropole, on a nos gros consommateurs qui sont équipés de télérelève, c'est 17 000 points de service, ça représente 40% des consommations en eau à peu près, mais l'usager domestique n'a pas de télérelève. Donc c'est dans nos réflexions, parce que l'intérêt est notamment celui-là, d'associer le consommateur, c'est aussi le sens de l'histoire. On voit votre question, c'est vraiment ça. Comment et quand je dispose d'un outil qui me permet de gérer au mieux mon eau et de savoir où j'en suis. Donc la télérelève est quand même le prérequis, je pense, pour faire ça. Donc c'est des gros investissements pour le service, mais on pense qu'il y a une vraie utilité à franchir le pas. Donc dans les prochaines années, normalement, alors c'est pas du tout une annonce, parce qu'il n'y a rien de décidé, mais en tout cas, c'est des réflexions. Et puis peut-être quand même... oui, ça permettra de définir des seuils. Et oui, par rapport à ce que disait Radi, l'enjeu derrière, c'est aussi de... Nous, on ne connaît pas la composition en fait, d'un foyer. Déjà, à la métropole, quand vous êtes dans un logement collectif, vous n'êtes pas abonné au service de l'eau. Et donc, du coup, nous, on ne sait pas qui est derrière un compteur. Donc, c'est très difficile pour nous de communiquer avec les usagers en leur disant vous consommez trop, pas assez, enfin pas assez non, mais vous consommez trop, parce qu'on ne sait pas combien il y a de foyers derrière. Donc ce qu'on a fait, je crois... Demander à la CAF, elle doit savoir. Voilà, alors mais exactement, il y a des partenariats avec la CAF, ça c'est pour les dispositifs d'accompagnement. Mais qui a souvent du mal à donner ces données. Au paiement des factures, oui, il y a au niveau national des pressions qui sont faites pour qu'on puisse disposer des données pour pouvoir payer, enfin pas payer, mais aider directement les usagers sous la forme d'une allocation de façon systématique. Mais pour dire, ce qu'on a fait, c'est qu'a priori sur les factures d'eau que reçoit l'abonné à la métropole, on a maintenant une sorte de consommation type qui lui permet de se positionner par rapport à ce qui est censé être un usage raisonnable ou frugal de l'eau. Donc voilà, c'est des choses qui progressent, et aujourd'hui normalement sur votre facture d'eau, vous devez pouvoir vous positionner votre foyer, si vous êtes 3, 4, 2, 1, savoir comment vous vous situez par rapport à la moyenne des consommateurs et une consommation raisonnable. Yvan Kédage, et ensuite on passe au pitch. Oui, donc très rapidement. Alors, moi, je ne suis pas partisan de passer de l'état liquide à liquide pour l'eau.
je ne suis pas très partisan. Je rejoins d'ailleurs, il y a des questions de protection de données personnelles qui sont importantes. Et puis il y a une question d'instrumentation. Par contre, je pense que déjà, on a des niveaux d'instrumentation. Il faut être incrémental aussi et progresser. C'est les sectorisations et pouvoir donc identifier en amont là où il y a des secteurs qui sont un peu excédentaires par rapport à l'usage normal. Et puis j'aimerais intervenir sur un deuxième sujet, c'est qu'au niveau individuel, rien n'empêche personne, parce que les dispositifs existent, d'avoir des dispositifs qui permettent de savoir quand je vais me doucher qu'effectivement j'ai une lumière rouge qui va s'allumer. Les dispositifs existent, ils sont déjà sur le marché. Alors, je vous en donnerai les références, je ne veux pas non plus faire de pub, ils sont plusieurs à en faire. Donc, mais ça existe dans le grand commerce. Et en fait, c'est un dispositif qui vous dit, dès que vous avez dépassé le niveau, vous passez à l'orange et puis vous passez effectivement au rouge. Effectivement, alors moi je peux en citer, il y a un industriel qui s'appelle Groé qui a inventé des douches à recyclage, toujours le même volume d'eau qui passe en permanence. Ils ont un mal de chien à le commercialiser parce que ça coûte cher. Et donc leur cible, c'est les gymnases, c'est les piscines, etc., etc. Mais ça coûte cher. Et donc on fixe, si j'ai bien compris, on fixe un volume d'eau et le volume d'eau repasse sans cesse sur des charbons actifs. Allez-y, Ça, oui, rapidement. votre première eau est propre, je crois. Voilà. Vous l'avez avec de l'eau propre et après, pour le plaisir, toujours la c'est l'eau même qui eau. recircule. Exactement. Mais il faut la réchauffer, il faut la relever. Enfin voilà, il y a de l'énergie derrière aussi, quoi. On économise l'eau, mais on a plus d'énergie Et pour du coup, pouvoir. comme me disait le PDG de Groé, on se pose la question de savoir si on va pisser sous la douche, parce que de toute façon, c'est juste psychologique. Puis finalement, tout va Ouais, bien. mais en même temps, on ne fait pas évoluer les comportements parce qu'on sait qu'on recycle, donc on peut passer du temps sous la douche, entre guillemets, conserver l'habitude de passer du temps sous la douche. Ouais, mais c'est toujours le même volume. Mais quand on n'est plus chez soi et qu'on n'a pas la même C'est vrai. fonctionnalité, on a les bonnes habitudes. Monsieur Guiderdoni, 1 minute. Allez chercher le micro. Non, si on fait le parallèle avec l'alimentation et ce qui se passe actuellement avec les labellisations, je pense que tant qu'on n'aura pas de bâton, c'est-à-dire un contexte réglementaire qui va imposer aux industriels d'aller mettre effectivement des éléments, ça sera toujours difficile. Enfin, on le voit sur la plupart des marchés, c'est comme ça que ça se fait. C'est souvent le réglementaire et de dire il faut des limites. Merci. Allez, premier pitch. Bon, finalement, on va dire que c'est le deuxième après le vôtre. Satis Ingénierie, merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Alexandre Pelletinjas. J'espère avoir bien prononcé votre nom de famille. Merci. Le micro est là. Vous avez, je sais plus combien de temps on vous a donné, 5 minutes, mais on est entre nous, allez-y. Ok, merci beaucoup pour cette prise de parole. Je pense qu'il y a des slides qui vont défiler après, je crois. Elles défileront si... alors, vous avez la petite zappette là, il faut appuyer sur le bouton vert comme toujours. Okay. On vous écoute. Donc je me présente, Alexandre Pelletinjas, j'ai fondé Satis Ingénierie il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Qui nous sommes? Donc nous on est un bureau d'études du secteur de l'eau et de l'environnement basé à Bordeaux. Et notre spécialité c'est la modélisation hydraulique. Alors on a beaucoup parlé de modélisation aujourd'hui, d'IA. Nous on ne fait pas d'IA. On fait de la modélisation mathématique, on utilise des logiciels pour faire de la modélisation hydraulique. Et notre grande force, je dirais, c'est la modélisation 3D. Et pourquoi on fait de la modélisation 3D? Parce que nous, on est convaincus que ça reste aujourd'hui un outil qui est un petit peu sous-utilisé, alors que c'est très performant. Et surtout, c'est des outils qui sont très visuels, qui permettent de représenter la physique assez finement. Et pour des décideurs, souvent, c'est des bons outils parce qu'ils permettent de communiquer efficacement des résultats sur un projet d'ingénierie. Donc nous, nos activités de modélisation se concentrent principalement sur 3 activités. Tout ce qui est modélisation d'ouvrages hydrauliques, donc ça c'est la grande force. Tout ce qui va être déversoir d'orage, stations de pompage, canaux avec des grillages dans les stations d'épuration. À chaque fois que vous avez un projet de remise à neuf, de réhabilitation, où vous vous posez une question, est-ce que mon ouvrage va être capable de passer la capacité future projetée? J'ai des questionnements d'ingénierie. J'ai des outils en interne, mais on a encore quelques doutes. Vous faites appel à ce genre de service de modélisation 3D et souvent les conclusions sont bien plus précises
est bien plus performante que des outils classiques. Ensuite, on a un volet fleuve et rivière qui est un peu plus classique, je dirais, modélisation 2D. Mais nous, notre plus-value là-dessus, c'est qu'on va être capable de faire du couplage 2D, 3D. Alors, pas sur les mêmes logiciels, mais la compréhension des phénomènes physiques nous permet typiquement, si vous avez une problématique d'affouillement sur un ouvrage hydraulique en rivière, des fois, on peut se poser la question, est-ce que je n'ai pas des effets 3D qui peuvent être la cause de mes problèmes, et donc on couple les deux systèmes. Et modélisation du vent en milieu urbain, ça c'est quelque chose de nouveau qu'on essaye de développer un petit peu, mais je vais passer à la suite rapidement. Donc là, c'était retour d'expérience, modélisation 3D d'un évacuateur de crue sur le lac de la Gimone, donc qui est un ouvrage de Rivet au sud-ouest, là, qui sont partenaires justement. On a formé les équipes à ces outils de modélisation 3D, et en plus on a fait une étude de cas concrète, sur un de leurs ouvrages. Donc, ce qui nous a permis d'arriver à modéliser pour eux l'évacuateur de crue. Et l'objectif final de ces modélisations, parce qu'il y a toujours un objectif, c'est de se dire, eux ils ont des projets de modification de l'ouvrage. Et donc, ils se posent la question, si je modifie mon ouvrage, comment est-ce qu'il va se comporter dans le futur en modifiant, par exemple, des éléments dans le coursier ou dans la fosse de dissipation. Il existe toujours des outils de modèle physique, donc c'est-à-dire on peut reproduire un ouvrage sur une maquette, mais souvent, ça coûte très cher. In fine, ça reste des outils, la modélisation physique, on peut vouloir employer, mais en phase de conception, ça peut être utile de faire plutôt une modélisation numérique 3D qui va être très pertinente en amont pour les phases de conception, là où des outils plus classiques que les collectivités peuvent utiliser, des modèles 1D, vont être limitants, ou des lois de calcul empirique qu'on va retrouver dans des ABAC. Il y avait une vidéo, mais je pense qu'elle n'a pas démarré. Et donc les perspectives pour la suite, une des perspectives, c'est de continuer de valoriser ces outils de modélisation 3D, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, ils sont encore perçus comme trop complexes, alors que souvent, ça nécessite juste, entre guillemets, la bonne expertise. Et pourquoi choisir ces outils ? Parce que ce sont des outils qui sont fiables et performants. Parce que justement, on parlait d'hypothèses. Un modèle physique mathématique nécessite toujours de faire des hypothèses, mais on en fait moins avec ces modélisations 3D, parce qu'on vient vraiment à résoudre la physique assez finement. Et surtout, c'est des outils très visuels, comme vous avez pu le voir juste avant. Pour les décideurs, c'est très efficace parce que ça permet de communiquer efficacement une décision à un public concerné. On continue notre développement avec des synergies avec différents partenaires reconnus dans le milieu, parce que nous, on vient d'arriver, mais on s'appuie aussi sur des expertises de gens qui sont reconnus, sur Face Libre, là, qui nous fournit tout ce qui est hydrologie, caractérisation du risque naturel, Zuc Consulting, avec qui on travaille sur tous les aspects métrologie en assainissement, et un partenaire international, la salle NHC, avec une expertise en modèle physique. Donc là, des gens avec qui j'ai travaillé 11 ans à Montréal. Et en parallèle, on propose aussi de la formation, voilà, pour sensibiliser un peu les collectivités à ces outils. Donc, si vous êtes une collectivité, que vous souhaitez vous former à des outils de modélisation 3D, on propose aussi de la formation d'initiation à ces outils. Merci, vous êtes aussi clair que la représentation 3D. Messieurs, dames, y a-t-il des questions ? Antoine, Paola. Merci. Vous avez évoqué, je parlerai plutôt de fleuves et de rivières, vous avez évoqué le transport sédimentaire et l'affouillement. Est-ce que vous travaillez vous pouvez faire des modèles pour prédire des laves torrentielles? Parce que le problème aujourd'hui, quand ça s'épaissit, quand il y a cette soupe, ça peut emporter des ponts, ou en tout cas affouiller. Est-ce que cette approche-là, parce qu'aujourd'hui, à cause des conséquences du bouleversement climatique, il y en a de plus en plus ce phénomène de transit sédimentaire? Merci. Alors, lave torrentielle, c'est un sujet sur lequel, moi personnellement, j'ai jamais travaillé, mais effectivement, j'ai vu que ça se faisait. Ça demande effectivement ce genre d'outils de modélisation. J'ai vu que c'était
très demandé pour ces problématiques. Donc effectivement, c'est des choses sur lesquelles on pourrait totalement travailler. Après, il faut faire attention parce que là, dans les laves torrentielles, on est dans un mélange, c'est ni liquide, c'est ni solide. Il y a des caractéristiques, on n'est plus, là on rentre un peu dans le technique, mais c'est plus des fluides newtoniens, ça devient plus compliqué à modéliser. Donc techniquement, c'est possible. Après, ce que la réponse qu'on va vous fournir, vous allez la recevoir dans un temps que vous allez juger acceptable, c'est autre chose. Parce que ça reste encore des sujets entre guillemets de recherche. La perspective bureau d'études fait en sorte que généralement les clients attendent des réponses 6 mois maximum, 3 mois. Ce genre de modélisation, on n'en a pas parlé évidemment. La contrepartie très performance, ça demande des grosses puissances de calcul. Et donc ça peut être la contrepartie problématique. Donc à évaluer en fonction des besoins. Si le bassin versant, la zone à étudier est petite, c'est faisable. Si c'est gros, le temps de calcul peut être rédhibitoire pour vos besoins. Merci Monsieur Pelletinjas. Je vous libère, j'aurai d'autres questions, mais on n'a pas le temps. Merci beaucoup. Merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Yannick Fournier pour GL Biocontrôle. Voilà, passez-vous le micro. Vous auriez pu les applaudir les uns les autres. Merci pour Yannick Fournier, GL Biocontrôle donc. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est bien le micro sur le menton. Oui, voilà, donc je me présente, Yannick Fournier, GL Biocontrôle. Nous sommes basés à Montpellier et nous sommes membres de l'Aqua-Vallée, que je remercie aussi pour la préparation du stand. Bouton vert, hein, c'est ça pour passer la slide? Toujours le bouton vert. Toujours, oui. ok, désolé. Donc nous sommes fabricants du kit ATP d'Andridiag. Alors c'est une technologie qui n'est pas nouvelle, hein, l'ATP-métrie, on l'a simplement repris, ça existe depuis une 50aine d'années, qui permet d'évaluer la charge bactérienne d'un échantillon d'eau pour avoir en effet un spectre en effet très large du nombre de bactéries qu'il y a dans un échantillon d'eau ou sur une surface ou sur l'air. Donc là on va parler de la partie eau. C'est un kit qui permet de pouvoir en effet basé sur une technologie de bioluminescence. Donc ATP c'est adénosine triphosphate, hein, c'est une molécule qui est contenue dans tous les organismes vivants. On a la technologie de la bioluminescence, donc je reprends l'exemple de la luciole, qui aussi produit de l'ATP, mais aussi une enzyme qu'il appelle la luciférase. Au contact de l'ATP, ça crée des photons de lumière. Donc ça, c'est vraiment le truc basique. Donc on a repris en effet une technologie du format stylo, mais plutôt couplée avec des seringues pour avoir de la sensibilité, pour avoir une concentration. Donc c'est une analyse qui se fait en 2 minutes et qui permet d'avoir le résultat instantanément grâce aussi à une application web app qui a été développée en soutien avec la région Occitanie pour justement faire une aide à la décision. C'est-à-dire que d'avoir en effet une valeur d'ATP, c'est une chose, mais de pouvoir le traduire sur une aide à la décision, c'est une autre. Donc, alors à quoi va servir cette technologie? Notamment pour pouvoir des applications pour le suivi des lavages de réservoirs. Donc on parle de PGSSE, hier il y a eu une intervention qui a été faite, les plans de gestion de sécurité sanitaire sur l'eau potable. Les objectifs, c'est de sécuriser en permanence la distribution de l'eau, d'accord, et aussi de garder confiance à l'eau distribuée. Il est évident que quand on a un résultat d'un analyse classique par méthode par culture, qu'on a un résultat quelques jours après que les gens ont bu l'eau, ça n'a pas de sens. Voilà, donc il va falloir sécuriser quand on fait un lavage de réservoir, quand on fait des raccordements, quand on fait des travaux neufs en effet sur les réseaux et qu'on veut avoir une aide à la décision, je remets en service ou je remets pas en service ou je recommence ma désinfection, il va falloir aussi donc cette application lumène couplée avec l'analyse ATP, mais aussi d'autres paramètres qui vont apporter des éléments de chlore, de turbidité, de pH, plein d'éléments supplémentaires, vont permettre en quelques minutes de prendre cette décision. Donc ça sécurise en effet aussi l'eau distribuée, voilà, donc chez un abonné, quand il y a une réclamation, on travaille beaucoup aussi avec l'armée pour pouvoir en effet, sur la production de DCH, de pouvoir sécuriser en effet pour les militaires en opération extérieure, puisque là encore une fois, il faut avoir une analyse instantanée. Donc on a des seuils qui sont arrivés, qui sont verts, qui sont oranges, qui sont rouges, qui va permettre de pouvoir rapidement de prendre cette décision. Voilà, je pense aussi garder confiance parce que quand on a en effet une analyse, ça c'est hyper important, c'est les objectifs de ces PGSSE. Quand on a un résultat, quand il faut prévenir les abonnés parce qu'il y a une contamination bactérienne, c'est trop tard, il y a une perte de la confiance de l'eau distribuée, on va acheter des bouteilles d'eau et ça c'est une problématique. Et justement de pouvoir mettre en place cette autosurveillance au préalable qui va être complémentaire au contrôle sanitaire, ne remplace pas le contrôle sanitaire, ça va vraiment donner une approche prédictive, on va dire, sur la gestion du réseau d'eau potable. Voilà. Alors si vous voulez plus de renseignements, on est un stand avec l'Aqua-Vallée, il y a la possibilité de faire une petite démonstration sur la petite mallette. Voilà. Oui, on peut imaginer une analyse automatique
avec des capteurs dans le réseau qui utiliseraient cette technologie? Oui, ça existe. Aujourd'hui, il y a plusieurs technologies comme la cytométrie en flux, il y a des technologies nouvelles. La problématique, c'est que quand on parle d'analyse en ligne, on est sur des budgets de 40-50 000 euros. Donc il y a déjà un frein. Je pense que si aujourd'hui, des collectivités ont déjà un frein à s'équiper d'une analyse de chlore, déjà, ils ont déjà du mal à mettre ça, c'est déjà compliqué de faire des investissements aussi importants. Mais on y travaille puisqu'on a fait un projet européen pour la station spatiale ISS pour automatiser la méthode ATP. Mais il y a un frein surtout d'un coût. Voilà. Merci. Antoine Orsini, une question, chère Paola. Toujours le même. En fait, je paye Antoine Orsini pour avoir des questions, pour meubler le silence de la foule. Oui, rapidement, j'ai 3 questions. Votre ATP mètre, il coûte combien? Est-ce qu'il est reconnu par l'ARS? C'est-à-dire, est-ce que les résultats sont validés par l'ARS? Et la question, est-ce que votre ATP mètre dose aussi permet d'évaluer les cyanobactéries et pas seulement les bactéries coliformes, qui soient fécaux ou totaux? Désolé pour les 3 questions. Ouais, répondant, mallette ATP, 2000 euros l'investissement initial et coût d'une analyse 13 euros. Voilà. La seringue, le filtre, les réactifs. Ça va. Et l'ARS, elle en pense quoi donc? Alors l'ARS, en effet, je vous renvoie vers la fiche résumée des PGSSE, qui est officielle, qui a été fait par l'AST. On doit valider la désinfection, valider que la désinfection est efficace et qu'est mentionné, exemple, ATP-métrie. Voilà. Après, on reste sur le cadre de l'autosurveillance. Donc l'exploitant a une exigence de résultats, mais pas de moyens. Donc aujourd'hui, oui, on peut annoncer que quand il y a une non-conformité qui est donnée par le contrôle sanitaire, certaines ARS appellent l'exploitant à dire « est-ce que tu ne peux pas le faire un test ATP ?» Parce qu'il peut y avoir aussi, ça arrive rarement, mais ça peut en faire sourire quelques-uns, un problème de prélèvement d'eau. D'accord? Les cyanos, maintenant? Alors, par rapport aux cyanobactéries, a aussi de l'ATP-métrie, bien, a aussi de l'ATP, mais en effet, quand on a une valeur d'ATP, on est incapable de savoir quel type de bactéries on est en présence. On va spécifier, d'accord? L'ATP-métrie reste un outil pour qualifier la désinfection. Et on ne va pas utiliser une méthode spécifique pour évaluer un traitement qui ne l'est pas. On est là pour qualifier la désinfection est efficace. Évidemment, sine qua non. Hein. Quand il n'y a plus l'ATP, derrière, on sait que statistiquement, voilà, c'est faible. Monsieur Chénaud, c'est un outil pour vous, ça? En 30 secondes. Hein. Oui. Par exemple, sur la désinfection du robot Aqua, pour rassurer la notion de confiance, que ce soit l'ARS ou nos collègues de la qualité eau qui sont en responsabilité vis-à-vis de ce sujet. On a fait des ATP-métries en prélevant sur des poteaux incendies qui étaient sur le parcours de la canalisation pour s'assurer qu'il n'y avait pas de dégradation liée au passage du robot. Donc tout à fait, c'est utilisé à la régie. Ouais. Moi, je croyais que c'était plus cher les coûts. Mes collègues m'avaient dit que c'était... Parce que j'en ai testé un et m'avaient annoncé des chiffres plus chers, mais 13 euros. Ouais, c'est le coût d'une analyse. La seringue, le filtre réactif, c'est environ 13 euros, voilà, le test. Monsieur Kédage, pareil, 30 secondes. Oui, très rapidement, Monsieur Orsini. Donc je vous mettrai en relation avec un autre adhérent d'Aquavalet qui développe spécifiquement du capteur sur les cyanobactéries. Donc voilà. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci Monsieur Fournier. Et merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Denis Bled de la société NewMips. Merci pour le passage de micro. C'est à vous. Il nous reste 5 minutes. Bonjour. Toujours pareil, le bouton vert. Ok. Alors NewMips, c'est une société qui fait de l'édition logicielle. On est spécialisé dans la partie logiciel libre. On est souvent là où on ne nous attend pas. Donc sur Bordeaux, on est connu pour réaliser le logiciel qui supporte toute la carte jeune, voilà, que vous connaissez très certainement. On a également développé des projets, des side projects comme on les appelle, comme Ender Ocean, qui était un jeu vidéo qui a été pris en fait dans l'incubateur Ubisoft. Et en fait là, si je viens aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un logiciel libre qui s'appelle Ariane, qu'on a développé il y a 5 ans et qu'on a déployé auprès de l'EPT Pleine Commune. Alors logiciel libre, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Un logiciel libre, c'est un logiciel dont le code source va être partagé avec tout le monde, sous réserve bien sûr qu'il y a des licences derrière. En l'occurrence, Ariane est sous licence Affero GPL. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tout le monde contribue à la fabrication de ce logiciel et les personnes qui utilisent ce logiciel vont pouvoir l'enrichir. Ariane, en tant que tel, lui, son fonctionnement, il consiste à permettre aux
aux régies de l'eau de faire les contrôles de conformité au niveau de l'assainissement. Donc d'organiser les contrôles au niveau des branchements au réseau d'assainissement collectif, tout ce qui est contrôle de conformité pour, en cas de vente ou en cas d'autres situations. Également toute la partie assainissement non collectif avec le contrôle des installations. Et donc l'objectif derrière tout ça, c'est de mettre à disposition un logiciel qui va pouvoir être enrichi par chacun. Aujourd'hui, on a plusieurs collectivités qui l'utilisent. On a Paris-Terre d'Envol, on a Pleine Commune, on est en train de le déployer à la métropole de Rouen-Normandie. Et en fait, chaque collectivité apporte finalement ses briques. Pleine Commune a apporté le contrôle sur l'assainissement collectif. Métropole Rouen-Normandie apporte la partie non collectif, etc., etc. On gère également toute la partie EUND, donc forcément c'est plutôt Rouen qui va prendre, parce qu'en termes d'eau usée non domestique et de rejet en la matière, ils ont un territoire qui est quand même bien chargé. Donc le logiciel, en fait, on le propose soit pour qu'il soit installé dans la collectivité au niveau de lorsqu'il y a une DSI qui est forte, soit on propose des services en SaaS qu'on héberge. Donc dans ce logiciel, il y a un certain nombre de choses. Le plus important à retenir, c'est que nous, on fait du libre, c'est-à-dire qu'on propose de construire des projets où les gens vont être contributeurs des solutions et où en fait on va enrichir la solution et elle peut être utilisée partout. Elle peut être utilisée, on a un stand Afrique aujourd'hui sur le salon. Typiquement, cette solution, on peut très bien imaginer qu'une collectivité en Afrique l'utilise pour organiser ses contrôles. On peut également la partager avec d'autres. La contribution qu'il va y avoir, elle peut être au niveau du code source, c'est-à-dire des développeurs qui vont venir apporter leur pierre à l'édifice, mais elle est aujourd'hui surtout au niveau du métier, c'est vraiment les équipes métiers des collectivités qui viennent enrichir les fonctionnalités qui peuvent être mises à disposition dans le logiciel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs, ou parmi mes intervenants? Oui, monsieur Chéneau. Pardon, j'ai mon micro. Oui, non, ma question c'était comment ça se passe la genèse d'un sujet ou d'un projet, parce que vous nous avez parlé de cartes jeunes, d'assainissement et de jeux vidéo. Et quelle est la proportion de contribution des collectivités ou des utilisateurs finaux de vos outils? Est-ce que vous fournissez une première brique qui fait ça et le reste c'est ça, ou vous fournissez ça et eux ils donnent ça? Souvent ça part d'un appel d'offres des marchés publics. On a remporté l'appel d'offres, n'étant pas du tout du milieu. Et ce qui se passe après, c'est que du coup, de fil en aiguille, nous, on ouvre le code et on permet à d'autres de venir enrichir la solution. C'est souvent ce qui se passe. Ouais. Merci. Pardon, voilà, ma gorge commence à fatiguer. Du coup, je vais laisser la conclusion à Alain Dupuis. Ah si. Alain Dupuis, faites-nous rêver avec la nouvelle technologie. Hello. Les nouvelles technologies, il faut les voir comme des outils plus qu'un objectif final. Si déjà on savait les utiliser à bon escient tout le temps et partout, rien que ça, on aurait, je pense, résolu bon nombre de nos problèmes. Voilà, je n'irai pas plus loin. Et ben voilà, c'est parfait. Merci mesdames, messieurs. Merci messieurs mes intervenants. Rendez-vous dans une demi-heure pour un autre débat énergie et eau. Merci. 3, 2, 1.